Imaginez un pays où traverser la rue, ou simplement respirer, peut vous coûter la vie. Un endroit où le soleil disparaît, caché derrière un nuage de pollution qui recouvre tout, avec des trains où l'espace est inexistant, car les gens les remplissent à tel point qu'ils doivent voyager sur le toit. Ce pays existe, et il s'appelle le Pakistan. Dans cette nation, des millions de personnes survivent au milieu des ordures, du bruit et du chaos. Un chaos qui se transforme même en spectacle, dans des traditions comme le championnat de gifles, ou quelque chose d'aussi simple que manger peut très mal tourner, et où certains se vantent d'élever des lions comme animaux de compagnie, tandis que d'autres survivent avec moins de $2 par jour. C'est ici que s'élèvent les montagnes les plus dangereuses de la planète. Une nature si extrême qu'elle a caché pendant des siècles un peuple aux traits uniques, qui rappelle davantage les Vikings du nord de l'Europe que les habitants du pays. Installe-toi confortablement, laisse un like et abonne-toi à Monde sans censure. Tu es sur le point de découvrir la réalité extrême que vivent chaque jour des millions de personnes dans le pays le plus chaotique du monde. C'est parti! Le Pakistan se trouve dans l'une des régions les plus sauvages et inhospitalières de la planète, où la nature fixe les limites et où la vie dépend de la capacité à s'adapter chaque jour. Situé en Asie du Sud, il est bordé par l'Afghanistan, l'Inde, l'Iran et la Chine, et s'ouvre sur la mer d'Oman. Un point stratégique où convergent l'histoire, les tensions et des contrastes difficiles à comprendre. Avec une superficie de plus de 880 000 km², c'est aujourd'hui le 5e pays le plus peuplé au monde. Plus de 240 millions de personnes concentrées sur un territoire qui, comme tu vas le découvrir, vit constamment à la limite. Pour comprendre cette pression, une idée suffit. Si un pays comme les États-Unis avait une densité similaire, il dépasserait largement le milliard d'habitants. Mais le Pakistan n'est pas seulement une question de chiffres, c'est un contraste. En quelques heures, on peut passer de vallées fertiles traversées par l'Indus à des déserts où la vie peine à subsister, ou à certaines des montagnes les plus extrêmes de la planète. Et entre ces extrêmes, quelque chose d'encore plus surprenant. Des régions complètement isolées où vivent des communautés qui ont traversé les siècles en marge du monde moderne. Des sociétés aux traits, croyances et normes qui ne ressemblent en rien à ceux qui dominent le pays. Tout cela sur un même territoire. Le Pakistan n'est pas uniforme. C'est une somme de mondes distincts, contraints de cohabiter. Mais ce pays n'a pas commencé ainsi. Le Pakistan est né le 14 août 1947, et il est né au milieu de l'un des processus les plus chaotiques de l'histoire moderne. La partition du sous-continent indien a provoqué l'un des plus grands mouvements de population jamais enregistrés. Des millions de personnes ont franchi des frontières improvisées en quelques jours, sans planification, sans sécurité et souvent sans destination. On estime que plus d'1 million de personnes ont perdu la vie et que plus de 15 millions ont quitté leur foyer du jour au lendemain. Un exode massif, rapide et profondément violent. Des trains bondés, des routes remplies de familles en fuite et des communautés entières disparaissant en quelques semaines. Le Pakistan est né dans ce contexte, et cette instabilité n'a jamais complètement disparu. Au cours de ces premières années, le pays était divisé en 2 territoires, l'un à l'ouest et l'autre à l'est, séparés par plus de 1000 kilomètres et par un autre pays entre les deux. Une division difficile à maintenir, surtout lorsqu'une de ces régions a commencé à se sentir ignorée. Cette région était le Pakistan oriental. Un territoire densément peuplé, vulnérable et exposé aux forces de la nature. Et puis, quelque chose s'est produit qui a tout changé. En 1970, le cyclone de Bola a frappé cette région avec une violence dévastatrice. Une tempête qui a balayé des villages entiers en quelques heures, qui a inondé les terres, détruit les récoltes et laissé des millions de personnes sans rien. On estime qu'entre 300 000 et 500 000 personnes ont perdu la vie. L'une des plus grandes catastrophes naturelles de l'histoire. Mais ce qui s'ensuivit fut encore plus déterminant. La réponse du gouvernement fut perçue comme lente et insuffisante. Et cela provoqua quelque chose de bien plus profond que la catastrophe elle-même. Le mécontentement, la méfiance et la rupture.
Ce qui a commencé par de l'indignation s'est terminé par un conflit, des manifestations, la répression, et finalement, une guerre, un processus qui allait mettre fin à l'indépendance de ce territoire et donner naissance à un nouveau pays. Une séparation qui n'a pas seulement redessiné la carte, elle a également mis en évidence quelque chose d'important. Le Pakistan était un pays jeune, mais déjà profondément divisé. Et tandis que son histoire se fragmentait, sa population ne cessait de croître. Aujourd'hui, cette pression se fait sentir partout. Dans l'espace, dans les ressources et dans le mode de vie. Et c'est là que tout commence à prendre sens. Car cette combinaison de croissance accélérée, de géographie extrême et de développement inégal est le fondement du pays que tu t'apprêtes à découvrir. Bon, d'après ce que tu as vu jusqu'à présent, quelle note donnerais-tu à ce pays de 1 à 10? À la fin de la vidéo, nous verrons si tu maintiens cette même note. Car ce qui va suivre ne se comprend pas à distance. On le comprend de l'intérieur, depuis ses villes, depuis son chaos, et depuis une réalité qui, dans bien des cas, va bien au-delà de ce que tu imagines. Mais avant de plonger dans ce quotidien, il y a quelque chose que tu dois garder à l'esprit. Car dans ce même pays où des millions de personnes luttent pour survivre, il existe des symboles de pouvoir qui semblent tout droit sortis d'une autre réalité. Des animaux sauvages vivant dans des manoirs, transformés en statuts sociaux. Tu le verras plus tard. Et quand ce moment viendra, tu comprendras que le Pakistan n'est pas seulement un pays de contraste. C'est un pays d'extrême. Tout cela n'est pas seulement de l'histoire. On le vit chaque jour. Car s'il y a un endroit où l'on comprend vraiment ce que signifie cette pression constante, c'est bien dans ces villes. Surtout à Karachi, l'une des plus grandes au monde, où des millions de personnes cohabitent dans un équilibre fragile marqué par le manque d'espace, le bruit permanent et un sentiment constant de saturation. Ici, la densité n'est pas une simple donnée, c'est une expérience quotidienne. Les rues sont toujours bondées, les quartiers s'étendent sans planification, et de nombreuses familles partagent des espaces minuscules où l'intimité est pratiquement inexistante. La ville évolue rapidement, mais son infrastructure ne parvient pas à suivre ce rythme. Cela se reflète dans tout. Les hôpitaux fonctionnent à la limite de leur capacité, avec de longues files d'attente et des ressources insuffisantes. Les écoles ne peuvent pas accueillir toute la population jeune, et les services de base, comme l'eau ou l'électricité, tombent souvent en panne car la demande dépasse toutes les prévisions. Et pourtant, la vie continue. Chaque matin, des millions de personnes sortent dans la rue en sachant que se déplacer est déjà un défi. La circulation est constante, chaotique et difficile à prévoir. Voitures, motos, bus et piétons se partagent le même espace dans une dynamique où les règles existent, mais sont rarement respectées à la lettre. Le bruit des klaxons est incessant. La chaleur s'accumule entre l'asphalte et les bâtiments, et parcourir de courtes distances peut devenir une tâche épuisante. Les transports publics reflètent parfaitement cette situation. Les trains circulent bondés, les gens occupant chaque recoin disponible, voyageant dans les couloirs, accrochés aux portes et même sur le toit des wagons. Ce n'est pas un choix, c'est la seule option pour beaucoup. Lorsque le système ne peut pas tout le monde absorber, les gens s'adaptent, même si cela implique de prendre des risques constants. Cette adaptation définit la vie ici. Rapide, intense et souvent à la limite. Et cette même urgence se reflète dans quelque chose d'aussi basique que la nourriture. Dans de nombreux quartiers de la ville, manger n'est pas un moment de pause, mais un besoin immédiat. Les stands de rue fonctionnent sans relâche, avec des préparations rapides, des ustensiles réutilisés et des conditions qui privilégient la rapidité au détriment de tout contrôle. Il n'y a ni surveillance constante ni normes homogènes, et cela donne lieu à des scènes qui, vues de l'extérieur, peuvent sembler difficiles à comprendre. Des situations qui semblent irréelles, mais qui font partie de la normalité. En fait, au début de cette vidéo, tu as vu quelque chose de précis. Un détail dans une assiette qui a probablement attiré ton attention. Quelque chose qui n'était pas à sa place. Plus tard, tu découvriras exactement d'où cela vient. Mais avant cela, nous aimerions savoir ce que tu en penses. D'où crois-tu que cela vient? Laissez-nous vos commentaires. Nous avons hâte de vous lire. Car au Pakistan, même le quotidien peut avoir une origine inattendue.
Et tout cela se passe dans un environnement où la précipitation n'est pas une option. Les gens vivent avec le strict minimum, travaillent avec le strict minimum et mangent souvent avec le strict minimum. Il n'y a pas de marge, pas de répit, et chaque décision est conditionnée par cette pression constante. Mais le chaos urbain n'est pas la seule chose qui définit ce pays. Ses traditions le définissent aussi. Par exemple, des compétitions où les participants s'affrontent à coups de gifles, dans des combats directs où gagne celui qui résiste le plus longtemps. Un spectacle qui attire les foules et qui, pour beaucoup, fait partie de leur culture. Tu seras certainement surpris d'en savoir plus, et nous y reviendrons bientôt. Mais avant d'en arriver là, il y a quelque chose de plus important à comprendre. Car vivre ici, ce n'est pas seulement partager l'espace avec des millions de personnes. C'est essayer de se construire une vie au sein d'un système qui, bien souvent, ne peut pas vous soutenir. Et cela change complètement la façon de vivre. Vous allez maintenant commencer à comprendre vraiment ce que signifie, au Pakistan, aller de l'avant chaque jour. Car s'il y a bien une chose qui définit ce pays, au-delà de ses villes et de sa population, c'est sa géographie. Au nord, le Pakistan s'élève pour devenir l'un des territoires les plus extrêmes de la planète. On y trouve 3 des chaînes de montagnes les plus imposantes de la Terre: l'Himalaya, le Karakorum et l'Hindu Kush. Un environnement où la nature ne s'adapte pas à l'être humain, mais oblige l'être humain à s'adapter à elle. Ces montagnes ne sont pas seulement un spectacle visuel. Elles constituent une barrière, un isolement naturel qui, pendant des siècles, a maintenu des régions entières complètement coupées du reste du monde. C'est ici que naissent les glaciers qui alimentent des rivières vitales. C'est ici que se tracent des itinéraires impossibles. Et c'est ici aussi que se sont préservées des cultures qui, ailleurs, auraient disparu depuis des siècles. C'est dans cet environnement que s'élève l'une des montagnes les plus redoutées de la planète. Le K2. Avec plus de 8600 mètres d'altitude, c'est la 2e plus haute montagne du monde. Mais sa renommée ne tient pas à sa hauteur, mais à sa dangerosité. Son ascension est extrêmement technique. Le temps change en quelques minutes et les avalanches sont constantes. Pendant des années, le taux de mortalité sur cette montagne a été l'un des plus élevés au monde. Dans les périodes les plus critiques, une personne sur 4 qui tentait d'atteindre le sommet ne revenait pas. Ici, il n'y a pas de marge d'erreur. Ici, chaque décision peut être la dernière. Ces pentes sont extrêmement raides, le temps change brusquement et les avalanches sont fréquentes et imprévisibles. Pendant longtemps, elle a été considérée comme l'une des montagnes les plus difficiles à escalader de la planète. De nombreuses expéditions ont échoué, et beaucoup d'entre elles se sont soldées par une tragédie. Le froid extrême, l'altitude supérieure à 8000 mètres et la complexité technique de ces voies font de chaque tentative un risque réel. Ici, ce n'est pas seulement l'endurance physique qui est mise à l'épreuve, c'est la limite humaine qui est mise à l'épreuve. C'est pourquoi, au fil des ans, ceux qui connaissent bien cette montagne ont cessé de la voir comme un défi et ont commencé à la voir telle qu'elle est réellement. Un endroit d'où tout le monde ne revient pas. Mais le véritable symbole de cet environnement n'est pas seulement un sommet, c'est une route, la Karakoram Highway. Considérée comme la route la plus haute de la planète, elle atteint près de 5000 mètres d'altitude à certains endroits. Elle relie le Pakistan à la Chine en traversant certains des paysages les plus escarpés du monde. Mais au-delà de son altitude, ce qui la rend vraiment impressionnante, c'est son danger. Des tronçons étroits au bord de précipices de plusieurs centaines de mètres, sans barrière de protection, où une seule erreur peut faire disparaître le véhicule dans le vide. Des parois rocheuses verticales, des glissements de terrain constants, et des conditions météorologiques qui peuvent changer en quelques minutes. Sa construction a débuté à la fin des années 50 et est devenue l'un des chantiers d'ingénierie les plus difficiles de l'histoire moderne. Des milliers d'ouvriers ont perdu la vie pendant sa réalisation, confrontés à des avalanches, des chutes et des conditions extrêmes. Une route qui ne relie pas seulement des pays, elle relie des mondes. Et grâce à elle, il est aujourd'hui possible d'accéder à des régions qui sont restées complètement isolées pendant des siècles. Mais avant son existence, il y avait des endroits où l'on ne pouvait tout simplement pas se rendre. Et dans ces endroits, quelque chose d'unique s'est produit. Au plus profond de ces montagnes,
dans un environnement plus inaccessible que de nombreuses zones de la forêt amazonienne, a survécu une communauté complètement différente du reste du pays. Les Kalash, un peuple qui a vécu pendant des siècles isolés, développant une culture propre qui ne ressemble en rien à ce qui entoure le Pakistan. Et la première chose qui attire l'attention, c'est leur apparence. Dans un pays où prédominent les traits sud-asiatiques et la culture musulmane, les Kalash présentent des caractéristiques qui rappellent davantage les populations vikings. Cheveux clairs, souvent blonds, yeux bleus ou verts, peau claire. Un contraste qui a donné lieu à des théories pendant des années. Mais au-delà de leur apparence, ce qui est vraiment surprenant, c'est leur mode de vie. Les Kalash forment une communauté d'à peine quelques milliers de personnes qui vivent dans des vallées reculées de l'Hindu Kush. Pendant des siècles, leur isolement a été total. Ce n'est que récemment qu'il a été possible d'accéder à leur territoire avec une certaine facilité. Cet isolement leur a permis de conserver des traditions millénaires. Ils ne pratiquent pas l'islam, comme la majorité du pays. Ils pratiquent une religion animiste, fondée sur la nature, les esprits et leurs ancêtres. Leurs célébrations sont riches en musique, en rituels et en symbolisme. Leur conception de la vie est complètement différente. Et l'un des aspects les plus frappants est le rôle des femmes. Par rapport à d'autres régions du pays, les femmes Kalash jouissent d'une liberté bien plus grande. Elles participent activement à la vie sociale, prennent des décisions et ont une présence visible au sein de leur communauté. Il existe même des pratiques qui rompent complètement avec ce qui prévaut dans le reste du pays, comme la possibilité de choisir son partenaire avec plus de liberté, ou l'existence de structures sociales différentes de celles habituelles. Tout cela dans un environnement où, pendant des siècles, personne n'entrait et personne ne sortait. Mais cette réalité est également menacée. La pression extérieure, les changements culturels et la migration réduisent peu à peu leur population et transforment leur mode de vie. Une culture unique qui pourrait disparaître. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un « j'aime ». C'est la meilleure façon de soutenir ce type de contenu et de nous aider à continuer à montrer des réalités que presque personne ne montre. En parlant de tradition, vous découvrirez très bientôt la nouvelle mode au Pakistan, qui consiste à avoir des lions comme animaux de compagnie, mais avant cela, découvrons d'autres curiosités extraordinaires, comme le concours de gifles qui a lieu chaque année dans différents villages du pays. Le championnat de gifles, connu sous le nom de slap fighting, est devenu l'un des événements les plus marquants de la région. Lors de ces compétitions, les participants s'affrontent face à face et se giflent à tour de rôle à main ouverte, jusqu'à ce que l'un d'entre eux ne puisse plus continuer. Les coups sont secs, directs et souvent suffisamment puissants pour faire tomber l'adversaire. Malgré tout, ces événements attirent des foules qui observent attentivement chaque impact. Pour ceux qui regardent de l'extérieur, cela peut paraître étrange, mais au sein de ces communautés, remporter l'un de ces combats apporte respect, reconnaissance et statut social. Et maintenant, nous voulons connaître votre avis. Oserez-vous participer à ce concours de gifles ou défier quelqu'un dans un tel concours? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Mais si cela vous surprend déjà, attendez de voir la suite. Car il y a quelque chose qui va bien au-delà de toute tradition. Dans certaines régions du pays, certains hommes ont commencé à cohabiter avec des animaux sauvages comme symbole de pouvoir. Des lions. Élevés dès leur plus jeune âge, gardés dans des propriétés privées et utilisés comme un moyen de démontrer richesse et statut. Une pratique aussi frappante que controversée. D'autant plus si l'on considère que dans un pays où des millions de personnes luttent pour survivre, il y a des gens qui cohabitent avec des prédateurs comme symbole de statut. Des prédateurs qui, même s'ils croient les maîtriser, restent des animaux sauvages. Et comme tu vas le voir plus loin, cela a des conséquences. Avant d'entrer dans ces détails, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Monde sans censure. Car ce que vous voyez actuellement n'est qu'une partie d'une réalité bien plus complexe. Au Pakistan, cette pratique n'est pas seulement une excentricité isolée. Il existe des cas documentés où ces animaux, élevés en milieu domestique, ont attaqué des personnes lorsque la situation a dégénéré. Non pas par agressivité constante, mais par instinct. Un mouvement brusque, un bruit, une réaction inattendue.
et l'animal réagit comme ce qu'il est, sauvage. Dans certains cas, ces lions sont détenus dans des espaces privés sans conditions adéquates, et bien que de nombreux propriétaires affirment qu'ils sont dressés, la réalité est qu'aucun dressage n'élimine leur nature. On signale des attaques à l'intérieur de maisons, lors de fêtes privées et même dans des lieux où tout était censé être sous contrôle. Des situations qui se soldent par des blessés graves. Et dans certains cas, par des conséquences dramatiques. Pour tenter de réduire ce risque, certains propriétaires ont recours à des pratiques discutables. Qu'il s'agisse de confiner les animaux dans des espaces exigus ou d'utiliser des sédatifs pour les calmer à des moments précis, il est également courant de les voir enchaînés ou maîtrisés physiquement, et parfois même transportés dans des véhicules, comme s'ils n'étaient qu'une extension du statut de leur propriétaire. Des images qui, loin de montrer une maîtrise, reflètent la fragilité de cette prétendue sécurité. Et c'est là qu'apparaît la véritable contradiction. Dans un pays où des millions de personnes luttent chaque jour pour subvenir à leurs besoins fondamentaux, d'autres cohabitent avec des prédateurs comme symbole de pouvoir. Une image qui résume parfaitement ce qu'est le Pakistan. Un pays d'extrême. Mais si tout ce que vous avez vu jusqu'à présent définit la façon dont on vit au Pakistan, ce qui va suivre définit la façon dont on survit. Car ici, pour des millions de personnes, travailler n'est pas un choix. C'est la seule façon de rester à flot dans un système qui n'offre pas de seconde chance. Les journées sont longues, le repos est rare, et la marge d'erreur pratiquement inexistante. Dans de nombreuses régions du pays, le travail commence avant le lever du soleil et se termine quand il ne fait plus jour. Il n'y a pas d'horaire clair, pas de stabilité, et souvent pas de garantie non plus. On travaille avec le strict minimum. On est payé le minimum, et on vit au jour le jour. Dans ce pays, des millions de personnes passent des heures à travailler dans des espaces clos, sous la chaleur et sans protection, sachant que leur corps est leur seul outil, et que le jour où il lâchera, il n'y aura pas d'autre option. Le Pakistan est l'un des plus grands producteurs textiles au monde. Une grande partie des vêtements qui circulent à l'échelle mondiale provient d'ici. Mais derrière cette industrie, ce ne sont pas de grandes usines modernes comme on pourrait l'imaginer, mais de petits ateliers où la chaleur, le bruit et l'épuisement physique font partie du quotidien. Des personnes qui passent des heures à coudre, à manipuler des tissus ou à travailler avec des teintures chimiques sans protection adéquate. Des espaces clos, une ventilation limitée et une exposition constante à des substances qui, avec le temps, finissent par avoir des conséquences néfastes. Et pourtant, c'est une opportunité, car en dehors de là, il n'y a souvent rien d'autre. Mais si cet environnement semble déjà difficile, ce qui se passe sur la côte pakistanaise porte cette réalité à un autre niveau. Dans un endroit appelé Gadani, se trouve l'un des plus grands cimetières de navires de la planète. Ici, d'énormes pétroliers et cargos accostent pour être démontés pièce par pièce. Pas avec des machines sophistiquées, pas avec une technologie moderne. À la main, des milliers de travailleurs montent sur ces structures gigantesques, en sachant que chaque pas pourrait être le dernier. Ils coupent du métal, traînent des pièces, respirent des gaz toxiques et travaillent entourés de matières dangereuses sans presque aucune protection. Le sol est imprégné de déchets, l'air est lourd et le risque, constant. Beaucoup de ces travailleurs viennent de zones rurales, attirés par la promesse d'un revenu. Mais ce qu'ils trouvent, c'est un environnement où le corps s'use rapidement et où les conséquences ne sont pas toujours visibles immédiatement. Ici, il n'y a pas de place pour s'arrêter, car s'arrêter signifie ne pas être payé. Mais si le travail définit l'effort, la nourriture définit la limite. Et maintenant, oui. Maintenant, tu vas comprendre ce que tu as vu au début. Dans les rues de nombreuses villes du Pakistan, la nourriture est préparée dans des conditions qui, pour un observateur extérieur, peuvent être difficiles à accepter. Des stands de fortune, des ustensiles réutilisés, des surfaces exposées à la poussière, à la circulation et à l'environnement. Mais il y a quelque chose d'encore plus important. L'eau. Dans de nombreux cas, l'eau utilisée pour nettoyer, cuisiner ou préparer les aliments ne provient pas de réseaux traités. Elle peut provenir de sources contaminées, de canaux à ciel ouvert ou de réservoirs sans contrôle sanitaire. Et cela change tout.
Car il ne s'agit pas seulement de la façon dont on cuisine, mais de ce qui entre dans ce processus, à l'insu de tous. Ce détail que tu as vu au début de la vidéo, cet élément étrange dans la nourriture. Maintenant, tu sais d'où il vient. Et pourquoi ici cela ne surprend personne. Ce n'est pas une exception, c'est une conséquence d'un mode de vie trépidant, de l'absence d'alternatives et de la priorité donnée à la survie avant toute autre chose. Malgré tout, des millions de personnes mangent chaque jour dans ces endroits, non pas parce qu'elles veulent prendre ce risque, mais parce que c'est souvent la seule option disponible. Bon marché. Rapide, mais à un prix qui n'est pas toujours visible sur le moment. Des maladies, des infections et des problèmes de santé qui font partie du quotidien de nombreuses communautés. Et pourtant, la vie continue. Après avoir vu ça, on aimerait savoir une chose. Oserais-tu manger ici? Ou penses-tu que tu ne pourrais pas le faire? Laissez-nous un commentaire. Nous serons ravis de vous lire. Car comprendre un pays, ce n'est pas seulement voir ses paysages ou sa culture. C'est comprendre ce qu'implique le fait d'y vivre. Et au Pakistan, cela signifie prendre des risques qui, ailleurs, seraient impensables. Mais si vous pensez que c'est là le plus gros problème, attendez de voir ce qui se passe quand même pas l'air que vous respirez n'est pas sûr. Le Pakistan est entouré de certaines des chaînes de montagnes les plus hautes et les plus pures de la planète. Un environnement où l'air, dans des conditions naturelles, devrait être pur, frais et pratiquement intact. Pourtant, dans bon nombre de ces villes, c'est exactement le contraire qui se produit. Respirer est devenu une routine pénible, inconfortable et parfois même dangereuse. L'air n'est pas transparent. Il est dense, gris, chargé de particules issues d'un mélange constant de circulation, d'activités industrielles, de poussière en suspension et de brûlage de déchets. Tout cela reste piégé au-dessus des grandes villes, formant une couche qui recouvre tout et qui, dans des endroits comme Lahore, peut finir par masquer complètement le ciel pendant des jours. Ce n'est pas du brouillard, c'est de la pollution. Et le plus inquiétant, c'est qu'il ne s'agit pas d'un phénomène ponctuel, mais d'une situation qui se répète chaque année et qui fait partie du quotidien de millions de personnes. Marcher, travailler, ou simplement être à l'air libre implique de s'exposer pendant des heures à un environnement qui, dans d'autres parties du monde, serait considéré comme extrême. Les conséquences ne sont pas toujours immédiates, mais elles sont bien là. Problèmes respiratoires, fatigue constante, hôpitaux qui reçoivent de plus en plus de cas liés à la qualité de l'air et écoles qui, à certaines périodes, sont contraintes de fermer temporairement. Tout cela se passe sans faire la une des journaux, mais avec un impact fatal sur la vie des gens. Car ici, il y a des jours où l'horizon disparaît complètement. Car ce problème n'apparaît pas de lui-même. C'est le résultat de tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. La croissance accélérée des villes, la circulation incontrôlée, le manque d'infrastructures adéquates et une population qui ne cesse d'augmenter génèrent une pression constante qui finit par se répercuter sur quelque chose d'aussi fondamental que l'air. Et pourtant, la vie continue. Les gens s'adaptent, s'habituent et vont de l'avant. Car le Pakistan n'est pas seulement confronté à des défis liés à son propre développement. Il cohabite également avec une nature extrêmement instable. Le pays se situe dans l'une des zones sismiques les plus actives de la planète, juste à l'endroit où la plaque indienne entre constamment en collision avec la plaque eurasienne. Ce mouvement n'est pas ponctuel, il est continu et génère des centaines de petits séismes chaque année, dont beaucoup sont imperceptibles, mais d'autres ont des conséquences dévastatrices. En 2005, un séisme de magnitude 7,6 a secoué la région du Cachemire, faisant plus de 80 000 victimes et laissant des millions de personnes sans abri. En quelques minutes, des villes entières ont été complètement détruites. Et ce n'était pas le seul. Le Pakistan enregistre une activité sismique récurrente, rappelant sans cesse que le sol sur lequel vivent des millions de personnes n'est jamais complètement calme. Mais la menace ne vient pas seulement d'en bas, elle vient aussi du ciel. Pendant la saison de la mousson, des pluies intenses et prolongées s'abattent sur une grande partie du pays, faisant déborder les rivières, inondant les villes et ravageant les cultures. En 2022, des pluies exceptionnelles ont provoqué l'une des pires catastrophes récentes, touchant plus de 30 millions de personnes.
Des routes ont disparu, des villages entiers ont été submergés, et des millions de personnes ont perdu leur maison. Dans un pays où une grande partie de la population dépend directement de la terre, ces inondations ne détruisent pas seulement des habitations. Elles détruisent aussi la possibilité de se remettre rapidement sur pied. Telle est la réalité. Un territoire où la terre bouge, où l'eau ravage tout, et où la stabilité bien souvent n'est que temporaire. Et maintenant, après tout ce que tu as vu, nous voulons revenir au début. Au vu de ce que tu as découvert dans cette vidéo, maintiendrais-tu la note que tu lui avais donnée au début? Ou la changerais-tu? Sur une échelle de 1 à 10, quelle note donnerais-tu maintenant au Pakistan? Nous serions ravis de lire tes commentaires. Comme tu as pu le constater, comprendre un pays comme celui-ci n'est pas simple. Pourtant, des millions de personnes parviennent à s'en sortir chaque jour, dans un environnement qui semble toujours jouer contre elles. Chez Monde sans censure, nous espérons que ce parcours t'aura permis de comprendre une réalité qui est rarement montrée telle qu'elle est. Un pays plein de contrastes, de difficultés, mais aussi d'une capacité d'adaptation qui ne laisse pas indifférent. Si cette vidéo vous a fait voir le Pakistan sous un autre angle, laissez un « j'aime » et dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne et de nous permettre de continuer à vous proposer des histoires comme celle-ci. Et si vous souhaitez continuer à découvrir des lieux qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir, voici une autre vidéo. Nous vous assurons qu'elle ne vous laissera pas indifférent.